est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Remise solennelle du don spécial du chef de l'État aux Lions indomptables ayant participé à la Coupe du Monde Italie 90. Roger Milla et ses coéquipiers ont reçu les clés des logements promis il y a 30 ans. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce jour au Palais Polyvalent des Sports à Yaoundé. Et puis, inondation du 21 août 2020 à Douala. Après les populations de Bonatonnet, voici venues d'autres plaintes. Elles sont émises par les habitants de la vallée Bessengue, toujours dans le premier arrondissement de la ville. Et une fois encore, la répartition des dons du chef de l'État est au centre des récriminations. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. On vous le disait en titre, les Lions indomptables de l'épopée 90 en Italie ont reçu ce jour les logements promis par le chef de l'État il y a 30 ans. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Moelle Combi, qu'accompagnait son homologue de l'habitat, Célestine Quecha-Cortez. C'est la concrétisation d'une promesse présidentielle vieille des 30 ans, dont la mise en application a connu une démarche administrative assez controversée. On a eu la chance cette fois-ci de tomber sur des gens qui ont compris l'importance de ce don du chef de l'État et qui ont voulu que ça s'accélère. Les gens ont bavardé. Nous avons fait notre travail. Et je pense que ce travail est récompensé aujourd'hui par le chef de l'État. Comme Roger Milla, les 21 autres Lions indomptables ayant participé à la Coupe du Monde Italie 1990 ont reçu les clés de leur logement en guise de récompense pour leur parcours historique durant cette compétition. François Omambiik et ses coéquipiers avaient en effet atteint la phase des quarts de finale, devenant ainsi la première équipe africaine à franchir cette étape en Coupe du Monde. Même 30 ans après, nous avons des enfants, nous avons des familles, c'est un cadeau qui est toujours le bienvenu. Nous tenons encore à dire merci. Merci au président de la République pour ce geste. Parce que ça n'a pas été facile en Italie. Et je pense que pour nous aujourd'hui, le geste est beaucoup plus facile que ce que nous avons fait en Italie. 7 joueurs, dont Joseph-Antoine Bell, ont choisi leurs appartements dans les Kansiks de Douala, tandis que Roger Milla et 14 autres ont préféré Yaoundé. En plus des clés, ils ont reçu du gouvernement camerounais les titres de propriété de leurs nouveaux biens. Face aux rumeurs faisant état d'un mécontentement des bénéficiaires quant à la qualité des logements offerts, ils ont tenu à clarifier. Moi, je n'ai pas pensé à juger la qualité des appartements. N'oublions pas que ces appartements ne sont pas construits spécifiquement pour nous, ils sont construits pour les Camerounais. Et qui suis-je pour dire aux autres Camerounais que là où ils habitent n'est pas digne de Joseph-Antoine Bell? Il faut noter que les joueurs décédés, notamment Stéphane Tato, Louis-Paul Fédé et Benjamin Massine, bénéficient également du don remis à leurs ayants droit. Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, la commission Moussanguet s'est rendue ce jour au ministère du Travail et de la Sécurité sociale à Yaoundé. Objectif, évaluer l'état d'avancement mais surtout l'implémentation du projet bilinguisme dans le département ministériel dirigé par Grégoire Oona. On fait le point avec Mireille Siabdi. Assurer l'égalité de l'usage de l'anglais et du français dans les administrations et organismes publics et inciter les citoyens camerounais à s'exprimer dans les deux langues, telles sont les principales missions assignées à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Et c'est pour s'assurer que dans les différentes administrations publiques camerounaises, les consignes données par la commission Moussanguet sont appliquées, que cet échange se fait avec le ministre Grégoire Oona pour savoir où il en est avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Je crois qu'on a une séance très riche parce que le ministre nous a quand même montré une politique fiable, une politique bilingue. Il a été honnête, il dit qu'il y a quelques manquements, mais avec notre descente dans des services différents, nous allons aussi évoquer quelques dysfonctionnements. J'espère pas que ça sera beaucoup. Mais nous allons aussi les recommander. Il y a des recommandations qu'on formule souvent à la fin de notre mission, et parmi lesquelles on insiste sur la journée du bilinguisme. On insiste aussi que la cellule de la traduction soit élevée au niveau de la division
Et Ceci sans oublier le service de la communication avec des publications en français et en anglais exigées. Sans oublier le meilleur traitement des usagers, notamment en ce qui concerne le choix de la langue d'expression. Crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les chefs traditionnels qui ont fui leur chefferie ont fait connaître leur principal vœu. Ils demandent au pouvoir public que soient mises en place les conditions d'un retour véritable à la paix dans ces deux régions. Ils l'ont fait savoir au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Un seul vœu exprimé par les chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest au cours d'une réunion à laquelle ils sont conviés à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale, que les pouvoirs publics les aident à rentrer vivre chez eux. Peut-on lire chez nos confrères de la Nouvelle Expression, parution du jeudi 27 août 2020. Pour ce quotidien, le fait de solliciter les pouvoirs publics pour rentrer dans leur chefferie qu'ils ont quittée depuis plusieurs mois signifie que les conditions de leur retour ne sont pas réunies. La création des conditions d'un retour à la paix, c'est le grand souhait des élites du Nozo auprès du gouvernement. Les dernières décapitations des civils dans les deux régions, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, justifient le vœu de ces gardiens de la tradition qui, d'emblée, sont étiquetés comme des collaborateurs de l'administration. Indiquant par ailleurs que l'autorité traditionnelle est presque vidée de sa puissance tant qu'elle vit loin de ses attributs traditionnels et de son terroir, elle ne se garde pas d'exprimer son désir de vouloir bénéficier d'une garde conséquente pour vivre dans leur région en proie à la crise sociopolitique depuis 4 ans. C'est la matérialisation de cette protection que Leur Majesté attendent de Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest, on en parle encore. Les patriotes indomptables s'insurgent contre les assassinats perpétrés dans ces deux régions. Après avoir parcouru les principales artères de la ville de Yaoundé, c'était le 19 août, avec pour point d'orgue un sitting devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Ils étaient face à la presse ce jeudi à Yaoundé. Mireille Sabdier pour plus de détails. Selon de nombreuses ONG et autres organisations de la société civile, la crise socio-politique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun a déjà fait un peu plus de 900 000 déplacés, de nombreux dégâts matériels, des pertes en vies humaines et des blessés graves. Voici un bref aperçu de ce que dit avoir vécu cet homme. En 2018, les Ambaboué de 8 en nombre sont arrivés chez moi dans la nuit. Il m'a pris. On est arrivé après 7 kilomètres dans une forêt. Il m'a tiré le bas sur moi 3 fois. Il m'a laissé là-bas en pensant que je suis mort. Le lendemain, il y a quelqu'un qui passait accidentellement, m'a pris, aller à l'hôpital. C'est ainsi qu'au bout de multiples soins médicaux, Peter Mba a pu avoir la vie sauve. Toutefois, il s'en sort avec 3 mois d'hospitalisation et une jambe amputée. Pour les patriotes indomptables, il y en a marre des exactions dans la partie anglophone du Cameroun. Les violences doivent cesser et les coupables livrés à la justice. Nous demandons le retour des terroristes commanditaires des exactions dans le Nozo, parce qu'ils sont très bien assis. Ils sont très bien assis dans leur pays d'accueil où ils ont été naturalisés et commanditent des meurtres crapuleux. C'est pour cette raison nous avons compris que cette lutte, pour la gagner, il faut aller individuellement vers ces terroristes et nous avons un plan bien établi derrière. Parlons de la marche organisée il y a quelques jours en face de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé au Cameroun. Voici ce qui en ressort. L'objectif de notre marche était de dénoncer les commanditaires des meurtres atroces dans notre pays, dans les 2 zones anglophones, nord et sud-ouest Cameroun. Donc nous ne sommes pas prêts à arrêter notre marche vers les ambassades qui abritent ces terroristes dans leur pays.
Rappelons que la crise socio-politique qui secoue la partie anglophone du pays dure depuis 2016. Les responsables délégués de la régie déléguée de dragage du port autonome de Douala ont été installés ce jeudi. Il s'agit de 2 hommes nommés à l'issue du conseil d'administration tenu le 25 juin 2020. Ils devront contribuer à l'autonomisation de la régie de dragage, structure qui autrefois était gérée par des entreprises étrangères. Inès Pangan. Autrefois confiée aux entreprises étrangères, la gestion de l'exploitation du dragage du chénal des plans d'eau, des Dax et des Pi du port de Douala-Bonabéry sera désormais managée par une régie déléguée de dragage. La mise en œuvre de cette décision gouvernementale commence avec l'installation des responsables de cette régie du port autonome de Douala. 2 hommes, à savoir Samuel Ngondi Ebois en tant que directeur délégué et Idriss Mbey comme directeur délégué adjoint, nommés à l'issue du conseil d'administration du 25 juin 2020 qui a un cahier de charges bien précis. Le port autonome de Douala attend de vous de donner une valeur commerciale aux résidus des travaux portuaires de dragage, de commercialiser les prestations de dragage auprès des autres potentiels clients en vue de l'exploitation rationnelle et optimale des équipements qui vous seront remis. Et enfin, de créer et de pérenniser de nouvelles niches de recettes pour le port autonome de Douala. Des missions que les 2 hommes comptent relever pour satisfaire la hiérarchie du port autonome de Douala, mais aussi les propriétaires des navires. Notre objectif, il est clair. Cette activité se doit d'être la plus efficace possible pour contribuer au développement du Cameroun, à travers, bien entendu, la performance du port autonome de Douala. Prouver au monde entier que nous n'avons pas besoin forcément des autres, qu'on peut le faire de nous-mêmes. Alors, comme défi technique, nous aurons le maintien en état de navigation de tous les équipements qui nous ont été confiés. Cette tâche, nous sommes habitués, le port a lancé un recrutement très sérieux. Nous avons un personnel sérieusement qualifié et nous bénéficions d'un accompagnement technique du constructeur dans la maintenabilité de ces équipements-là. Et aussi, autre défi, c'est de prouver aux pays de la sous-région que nous avons la technologie et nous allons également vendre nos services. La cérémonie d'installation des 2 responsables, dont le CV mentionne pour le directeur délégué qu'il est manager et pour son adjoint qu'il est ingénieur, a eu lieu ce 27 août 2020 au siège du PAD à Douala. C'est un constat, le riz camerounais est absent des étals dans la ville de Douala. Les commerçants préfèrent vendre le riz importé qu'ils trouvent moins cher et suffisamment disponible. En effet, la production annuelle locale est de 105 000 tonnes, alors que les besoins, eux, avoisinent les 407 000 tonnes. Inès Pangon reste avec vous. Le riz camerounais, vraiment, c'est vrai, on en parle, mais on ne voit pas ça sur le marché. Le témoignage de cette ménagère rencontrée dans les rues de Douala est partagé par plusieurs Camerounais. Le riz made in Cameroun est absent des étals des espaces marchands, particulièrement au marché Mbopi, dans le 1er arrondissement de Douala, que nous avons visité ce jour. Par 2 fois, j'ai pris attache avec les livreurs du riz, mais la première fois qu'on m'a livré, quand le riz est fini, je n'ai plus trouvé le fournisseur. Il venait périodiquement et plus tard, quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'ils ont des difficultés à pouvoir en sécher. C'est vrai que moi aussi, j'avais des difficultés de vendre le riz camerounais parce qu'il est de très bonne qualité, mais plus cher que les autres. Pour ceux des commerçants qui ont eu à vendre ce riz, ils se rappellent qu'il était plus cher que ceux importés. On vend le ça ici de riz là, Léopard, à 10 500, mais le riz camerounais, on va payer ça à 13 500, 14 000, qui va payer? C'est un peu ça le problème, c'est pour ça qu'on ne vend pas ici là. Les gens viennent quelquefois demander malheureusement quel est le riz le plus moins cher que tu as. Invité du programme Agrimark diffusé sur STV, le ministre de l'Agriculture et du Développement urbain reconnaît que la production locale de riz ne satisfait pas la demande. La production annuelle est évaluée à 105 000 tonnes pour un besoin annuel estimé à 407 000 tonnes. Conséquence, l'État a opté pour les importations. Il y a eu la crise mondiale dans les années 87. Le domaine de riz a été un peu abandonné au profit de la libéralisation. Et les sociétés
agro-industriels qui produisaient du riz n'ont pas pu s'accrocher à cette modernité. Ceci a tenu jusqu'en 2008 lorsqu'il y a eu les émeutes de la faim, où l'État a opté pour les exonérations massives afin de protéger la consommation. Dans ce magazine télévisé, le ministre avoue que le gouvernement travaille au renversement de la tendance. Le moyen trouvé, c'est le renforcement de la production locale en joignant la production du riz irrigué, la culture du riz pluvial qui peut se faire partout en saison de pluie. Saison de pluie et inondation du 21 août 2020. Après les populations de Bonintonnet, on enregistre d'autres plaintes. Elles sont émises par les habitants du quartier dit Vallée Bessengue, ici à Douala, toujours dans le 1er arrondissement. Et une fois encore, c'est la répartition des dons du chef de l'État qui est au centre de toutes les polémiques. René Narcisse Moto. Situé dans le 1er arrondissement de la ville de Douala, la vallée Bessengue, par la voix d'un de ses chefs de bloc, remet en question la méthode de recensement des sinistrés des inondations du 21 août 2020. Si d'aucuns ont reçu des dons, ce n'est pas le cas pour les autres. Beaucoup de gens avaient le matelas, sauf que la majorité des habitants n'ont pas eu. J'ai vu beaucoup de gens qui sont rentrés avec le matelas, le riz, le seau et autres. Bon, moi, je n'étais pas au courant. Ici, des déclamations font état de ce qu'une réelle communication n'a pas été faite au fin d'informer les populations devant bénéficier des dons. Nous n'étions pas au courant au moment de l'enregistrement. Dans ce quartier, on parle d'un gendarme qui sera arrivé pour recenser les sinistrés. Seulement, les habitants sont réfractaires, donc dubitatifs, et quant à la mission de l'homme en tenue. Selon certaines sources, lorsque un gendarme fut arrivé ici au quartier, il relevait le nom des gens et bon nombre des habitants ne voulaient pas donner leur nom, croyant que c'était pour enregistrer leur nom, pour qu'après on vienne détruire leur maison. Donc nous on a appris, moi j'ai appris ça en route, je n'étais pas au courant qu'on enregistrait les gens. Un état de choses qui remet au goût du jour la procédure politique de recensement en cas de sinistre et à la suite duquel sont prévus des programmes d'assistance. Et l'Observatoire national des changements climatiques annonce une forte pluviométrie dans les prochains jours, avec des pluies beaucoup plus fortes et des risques beaucoup plus grands. Une information qui motive les habitants des zones inondées le 21 août à Douala à prendre des mesures. À ce propos, écoutons les habitants de la vallée Bessengue dans le 1er arrondissement de la ville. On prévoit de construire un muret ici, là, pour que prochainement, si la pluie est plus forte que celle de vendredi prochain, que l'on ne puisse pas entrer et préalablement, comme il pleut particulièrement dans les heures tardives, que quelqu'un soit toujours éveillé vers ces heures-là pour vérifier en sorte que l'eau n'entre pas à la maison, au cas où l'eau entre et pouvoir alerter tout le monde. Décider que toutes les voitures qui ne seront pas terminées en réparation, nous allons les déporter dans les endroits où nous garons les voitures, c'est-à-dire dans les parkings. Donc nous ne laissons plus les voitures dormir ici, puisque dernièrement la pluie a débordé la vase et nous sommes arrivés, on a constaté que le garage était complètement inondé. En train de carrer ici, là où, parce que ici, quand il est là, l'autre jour, ça a renversé ma barrière. Bon, parce que l'eau était tellement montée, avec l'eau forte. Maintenant, je suis en train de renforcer ça avec le béton, avec le fer, avec les poteaux. Bon voilà, alors ça, on va encore intercaler les entrées. Et on doit maintenant peut-être voir s'il n'y a pas de petits trous dans la maison en bouche. Bon, et encore puisque cette heure, quand il pleut, on ne sait pas à quel moment ça va commencer et à quel moment ça va finir. On pourra peut-être soulever nos effets. Nos meubles qui sont en bas, on peut alors les soulever. On a surmonté nos choses, on a mis les étagères pour éviter la pluie. Affaire Mebengo et compagnie, les concernés sont renvoyés devant le tribunal pour un détournement présumé de 20 milliards de francs CFA. Il s'agit de Madame Mebengo, du colonel Mboutoele Gislain, de Mbengue Maxime et de Meignet Victor Emmanuel. On note qu'ils avaient été interpellés le 8 mars 2019.
Culture du nouveau dans les librairies. L'écrivain essayiste Marius Patrick Ndondo vient de commettre un ouvrage intitulé « Paul Biya, l'architecte de la démocratie camerounaise face aux enjeux économiques, sécuritaires et la réforme de l'État ». La dédicace du dit ouvrage a eu lieu hier. C'était ici même à Douala. Makedali Djinotium. Paul Biya, l'architecte de la démocratie camerounaise face aux enjeux économiques, sécuritaires et la réforme de l'État, c'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre Patrick Marius Ndondo. La cérémonie de dédicace du livre a eu lieu le mercredi 25 août, ici à la salle des fêtes d'Aqua à Douala. Oui, le livre Paul Biya, l'architecte de la démocratie camerounaise face aux enjeux économiques, sécuritaires et de la réforme de l'État, est un livre qui retrace un peu l'histoire de tout le Cameroun depuis l'arrivée des Allemands en 1882, le 12 juillet 1882 lorsque les Allemands sont arrivés au Cameroun, et le 14 juillet 1882 quand la guerre contre les Allemands a commencé. Cette guerre qui a duré jusqu'en 1906 et finalement les Allemands ont beaucoup effectivement conquis les espaces camerounais et finalement c'est à la Deuxième Guerre mondiale qu'on a assisté à l'arrivée des Anglais et des Français au Cameroun. Et donc la guerre contre l'occupation a été faite, n'est-ce pas, de bout en bout par tous les peuples du Cameroun. L'écrivain essayiste né à Maroua retrace ensuite la période de l'indépendance du Cameroun, celle de l'unité nationale en 1972 et surtout les changements apportés par le président de la République depuis son arrivée au pouvoir en 1982. En 1982, lorsque le président Paul Biya accède au pouvoir, il entreprend une série de réformes sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan structurel et sur le plan institutionnel. Ce sont ces réformes qui ont effectivement modernisé et démocratisé le Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun était, n'est-ce pas, dans un état monolithique et ce monopole du parti unique a duré jusqu'en 1990 où la libéralisation a été totale pour la vie politique et cette libéralisation totale a donné naissance à la libéralisation de la vie économique que nous avons connue et cette libéralisation totale de la vie économique, c'est ça qui a donné ce qu'on appelle la déréglementation. Et nous sommes entrés dans les mouvements d'ajustement structurel et finalement nous sommes sortis de ce plan et le taux de croissance a commencé à renaître en 2000, 2001, 2003. Paul Biya, l'architecte de la démocratie camerounaise, est un ouvrage de Sa Majesté Patrick Marius Ndondo, préfacé par l'honorable Samuel Motte. Paru aux éditions Saint-Paul, le livre compte 28 chapitres. Et avec VOA, nous faisons le round-up de l'actualité africaine. Au Mali, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré jeudi par la junte qu'il a renversée la semaine passée. Après 7 années passées au pouvoir, ont annoncé les militaires. Le mouvement de contestation qui a mobilisé les Maliens pendant des semaines s'est dit disposé à accompagner la junte dans le processus de transition. Le Rwanda a rallongé la durée de son couvre-feu nocturne et interdit les déplacements vers et hors de la zone occidentale de Ruzizi pour faire face à la hausse récente du nombre de cas de nouveau coronavirus. À l'échelle nationale, les écoles qui devraient rouvrir en septembre resteront fermées. En Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo ont annoncé qu'ils allaient déposer aujourd'hui un dossier de candidature à la présidentielle du 31 octobre en son nom. Pour rappel, l'ex-chef de l'État qui se trouve toujours en Belgique n'a toujours pas de passeport ivoirien. Le gouvernement libyen d'Union nationale a haussé le ton jeudi, tentant de prévenir de nouvelles violences dans la capitale Tripoli après que des hommes armés ont tiré mercredi à balles réelles sur des manifestants. Depuis dimanche, des centaines de Libyens manifestent contre la corruption et la détérioration de leurs conditions de vie. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bonsoir.